Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des shorts et des bermudas masculins et on va voir comment ils s'opposent symboliquement au pagne des hommes en Asie. En Thaïlande, à la fin des années 30, le dictateur Pibun Songkhram, dans un souci de moderniser et de civiliser la société siamoise, va édicter de nouvelles normes vestimentaires. Il va interdire de se présenter torse nu pour les femmes et les hommes et il va exiger qu'on remplace le pagne traditionnel par des jupes pour les femmes et par des pantalons pour les hommes. Par des pantalons, mais aussi par des shorts. Et cette idée ne vient pas de nulle part. Pibun était fasciné par Benito Mussolini et Adolf Hitler, deux partisans du culte du corps, du sport et de la culotte courte dont ils ont fait la promotion, notamment chez les jeunesses fascistes et hitlériennes. C'est sur le même modèle que le dictateur Pibun va créer le Yuwachon Tahan, une troupe de jeunes gens qui seront envoyés combattre l'invasion japonaise au sud du Siam en 1941. Et leur uniforme était constitué d'un short et d'une chemise. Parce que c'est dans l'armée et dans les mouvements paramilitaires que le short va faire son entrée depuis les milieux sportifs où il était encore cantonné. À la fin du 19e siècle, les premiers joueurs de tennis, de football ou de rugby portaient tous des pantalons. Ils vont progressivement se raccourcir, passant par des étapes intermédiaires. Chez les joueurs de rugby comme chez les joueurs de foot, on passera du pantalon à la culotte longue avec des chaussettes hautes avant d'atteindre la taille du short qu'on connaît aujourd'hui. Et la raison de ce raccourcissement était en partie liée au textile de l'époque. Il faut se souvenir que les pantalons à la fin du 19e siècle étaient faits de flanelle ou de laine et que la pluie et la transpiration les alourdissaient considérablement. Ces matières entraînaient des frottements, gênaient les mouvements et empêchaient une bonne thermorégulation du corps. En gros, c'était pas pratique. C'est aussi pour cette raison apparemment rationnelle que la marine britannique, alors postée dans l'archipel des Bermudes, va autoriser ses soldats à raccourcir leurs pantalons en adéquation avec le climat chaud de la région, un pantalon raccourci qu'on appellera plus tard le Bermuda. Et petit à petit, on va voir les armées occidentales postées dans les régions chaudes adopter le Bermuda et le short. Ça va être le cas de l'Africa Corps allemand, de l'armée italienne en Afrique, de l'armée britannique en Inde et évidemment de l'armée coloniale française. Et ça, c'était une petite révolution, parce que jusque-là, la culotte courte était un vêtement infantile. Au XIXe siècle, c'était la mode en Angleterre d'habiller les enfants avec des culottes courtes, une mode qui avait touché plusieurs régions d'Europe, dont la France. Et pour comprendre pourquoi on laissait jouer nos enfants en short dans la neige, il faut revenir aux conceptions hygiénistes de l'époque. Dès le milieu du XIXe siècle, des médecins occidentaux avaient développé l'idée que pour être en bonne santé, il fallait exposer son corps à la nature, au soleil et au grand air. C'est la même idée qui a en partie mené au tourisme britannique sur la Côte d'Azur. À Nice, on venait sur ordonnance médicale pour nettoyer ses poumons au soleil et venir marcher sur la promenade des Anglais. Et ça faisait une rupture franche avec les conceptions antérieures qui associaient le soleil et le grand air au monde paysan. C'était par exemple le cas du Lederhosen de Bavière, une culotte courte en cuir de cerf qui était portée depuis longtemps par les montagnards germanophones, considérés comme robustes. Et c'est la raison pour laquelle il va être promu par les mouvements de jeunesse allemande. Dans cette logique, c'est la propagande nazie qui va s'en emparer pour exalter la rusticité, la santé et la virilité en plein air. Adolf Hitler, à peine sorti de prison, posait dans cet accoutrement pour s'ancrer dans cette image de force et de robustesse. C'est aussi dans ce courant britannique de retour à la nature que naît le scoutisme au début du XXe siècle. Baden-Powell, ancien officier anglais qui a combattu en Inde, en Afghanistan, mais surtout en Afrique du Sud, va inciter les jeunes hommes à vivre des expériences au grand air et développer des qualités liées au service, mais aussi à la santé. Il impose un uniforme hérité de l'armée coloniale britannique, constitué d'un chapeau, d'une chemise kaki et d'un short. L'ancien roi de Thaïlande, Bhumibol,
était un grand partisan du scoutisme. Et c'est pour ça que l'uniforme scout est toujours utilisé un jour par semaine comme une variante de l'uniforme scolaire en Thaïlande. Et c'est encore en partie ces notions hygiénistes qui vont mener au naturisme, un retour à la nature qui est censé être meilleur pour la santé et rendre plus fort. Les nazis eux-mêmes, après avoir combattu le naturisme puis le nudisme, vont finir par en faire l'éloge. On ne sait pas si le Führer en était un adepte, mais on a quelques photos de nazis de l'époque qui nous montrent le chemin à suivre. C'est dans cette logique qu'être dénudé, être moins habillé, être en short, c'est prendre soin de son corps. Progressivement, il va perdre sa symbolique sportive, militaire ou infantile pour devenir un symbole de jeunesse, de vitalité, de bonne santé, de loisirs et de vacances, et plus spécifiquement de vacances quand il fait chaud. Moins quand il fait froid, sauf quand on s'appelle Hitler. Alors, de la même façon qu'il est surprenant de voir des photos de nos parents ou de nos grands-parents enfants avec des culottes courtes, même par moins 10 degrés, il est difficile de comprendre pourquoi, quand il fait chaud, certains restent habillés de vêtements longs. On trouve des populations en Colombie, en Éthiopie ou dans le Sahara qui portent des vêtements longs et amples malgré la chaleur. À l'opposé, on a les Khoisan ou les Himba des déserts d'Afrique australe qui eux s'habillent le plus léger possible dans des conditions climatiques un peu similaires. Parce que les habitudes vestimentaires des êtres humains ne sont pas toujours rationnelles. Elles sont souvent culturelles et parfois symboliques. C'est notamment le cas en Asie du Sud-Est où le pagne est un des traits vestimentaires typiques. Ce pagne plus ou moins long, ceinturé autour de la taille, va prendre des noms différents suivant les régions. On l'appelle sarong en Malaisie, sin en Thaïlande, malang aux Philippines, lungi en Inde du Nord et mundo en Inde du Sud. Dans le Kerala, un État multiconfessionnel, terre historique du communisme en Inde, il est porté par les hommes quelle que soit leur caste, leur religion ou leur appartenance politique. Et ici, on voit des communistes malayalis manifester dans une vidéo que j'avais faite il y a une dizaine d'années à Erinjalakuda, dans le Kerala. Le mundu est porté au quotidien par la plupart des hommes du Kerala, mais encore plus lors des occasions et des cérémonies. Et même si aujourd'hui il est souvent remonté au-dessus du genou en situation informelle, ce pagne est porté long en signe de respect devant les femmes et les anciens, et encore plus en contexte sacré. Parce qu'en Asie, il y a un lien fort entre le pagne et la spiritualité. Un Malayali chrétien favorisera le pagne pour aller à l'église, pour aller à la mosquée s'il est musulman, et c'est en pagne qu'il se rendra au temple s'il est hindou. Parce que le pagne est le vêtement masculin traditionnel du Kerala, mais surtout parce que c'est un vêtement lié au sacré un peu partout en Asie. C'est pour cette raison que dans le monde malais, les musulmans vont porter un sarong pour prier, même si leur tenue est déjà adaptée à la prière. Et même souvent, ils portent un sarong court porté sur un pantalon qui du coup n'a plus qu'une fonction esthétique ou spirituelle. Mais une des particularités de ce sarong dans le monde indonésien et dans le monde malais, c'est d'être cousu. Ça fait une espèce de tube qu'on va enfiler, alors que quasiment tous les autres pagnes de la région sont de grands rectangles de tissu qui eux ne sont pas cousus. Et ça, c'est pour être en accord avec un principe hindou qui considère comme impur un tissu qui a été percé par une aiguille, un sujet que je ne vais pas traiter ici. En Thaïlande, on va trouver des pagnes sous la forme de pakaoma, utilisés en contexte sacré, dans la boxe thaï ou par des officiants, que ce pagne soit porté à la ceinture ou sur l'épaule. Et on peut considérer les rubans qui entourent les arbres sacrés en Thaïlande comme entrant dans cette même catégorie. On pourrait même dire qu'ils sont les pagnes des arbres sacrés. C'est encore plus évident à Bali. Le pagne entre dans la conception indienne et hindoue du sattva, de la bonne conduite, de l'attitude vertueuse. Et en Inde, même quand le pagne est plié sous la forme du dhoti, il est pleinement sattvique. Porter un lungi ou un dhoti, c'est donc s'habiller de façon à obtenir des qualités supérieures de l'équilibre et de la pureté, en accord avec les concepts du dharma, et de rejeter le rajatama, qui est la porte ouverte à l'ignorance et à la passion. C'est pour ça que les statues des divinités de l'Inde ou de l'ancien monde khmer portent des sarongs ou des dhotis. Des dhotis qu'on appelle sampot chongben au Cambodge, un vêtement unisexe passé au Siam, où on le nomme pachokang, qui fait partie du Chut Thai,
le vêtement traditionnel siamois. Et même si aujourd'hui les boxeurs de Muay Thai portent des shorts, les vieilles photos nous montrent qu'ils portaient un sarong ou une sorte de dhoti dans le passé, un peu dans le genre de celui qu'on peut voir sur les bas-reliefs khmers de la cité d'Angkor. On pourrait dire que le dhoti est la forme martiale du pagne. Et c'est la raison pour laquelle il faisait partie de l'uniforme des sipais de l'armée britannique en Inde. Aujourd'hui encore, les combattants du Penchak Silat du monde malais portent un sarong sur leurs pantalons et les adeptes du Kalaripayattu, l'art martial du Kerala, portent un pagne ou un dhoti tenu par une bande de tissu très serrée. En Inde, c'est pour renouer avec l'habit traditionnel et les valeurs qui lui sont attachées que le très british Mohandas Gandhi, après avoir été éjecté d'un wagon interdit aux gens de couleur en Afrique du Sud, est revenu au dhoti qui deviendra un de ses éléments distinctifs. C'est ce vêtement qui permettait à Churchill, qui détestait Gandhi, de l'appeler le fakir à demi nu. Mais le dhoti était aussi le vêtement porté par Keshar Baliram Ekdevar, le fondateur du RSS, le mouvement de l'extrême droite hindoue, dont un des membres finira par assassiner le Mahatma Gandhi. Le RSS, c'est un mouvement paramilitaire dénationaliste indien, lui aussi inspiré des jeunesses fascistes et hitlériennes. Et c'est pour ça que Keshar Baliram Ekdevar a voulu que leur uniforme soit constitué d'une chemise et d'un short kaki, un mélange de la tenue des chemises brunes et de l'armée britannique. Mais en 2016, ce parti a abandonné le short large pour un pantalon kaki, toujours aussi martial. Le Premier ministre indien actuel, Narendra Modi, a été membre du RSS, et il en est toujours très proche, mais il a troqué, il y a longtemps, le short pour un pagne, renouant avec les valeurs spirituelles qu'il veut incarner aux yeux des hindous. Mais il porte le plus souvent une tenue héritée de l'ensemble kurta pajama des Moghols, j'y reviendrai un jour. Un peu plus loin dans la région, pendant la colonisation néerlandaise en Indonésie, des lois étaient censées interdire aux Hollandaises le port du sarong, pour éviter toute assimilation culturelle avec les indigènes. Mais les Hollandaises ont néanmoins fini par adopter le sarong tout en développant leurs propres motifs afin de se distinguer des femmes locales. Et ça a mené au négoce du batik et du wax en Afrique de l'Ouest, mais c'est une autre histoire. Parce que le pagne, c'est évidemment pas un vêtement uniquement asiatique, ni masculin. On connaît par exemple le pareo tahitien, le lamba malgache, le kikoi swahili ou le shoka maasai, mais ils ne contiennent pas la symbolique qu'on va trouver en Asie. Pour conclure, on peut dire qu'en Asie, la partie inférieure du corps est dévalorisée au profit de la partie supérieure. C'est pour ça que traditionnellement, les jambes, mais surtout les cuisses, sont couvertes, et que le torse peut être dénudé, en partie ou en totalité. On voit bien le ventre des Indiennes en sari, mais en bas, on ne voit jamais plus que la cheville, ou presque. La partie inférieure du corps, séparée du haut par un cordon, fait partie de la zone de l'intimité. Le haut est valorisé et est ou était souvent dénudé. Au Kerala, les hommes se présentent torse nu au temple. Les peintures, les statues et les bas-reliefs d'Asie du Sud-Est regorgent de femmes représentées avec la poitrine découverte, mais jamais avec le bas dénudé. Et suite aux colonisations et à la modernisation du type de celle mise en place au Siam par Pibun, on a progressivement incité les gens en Asie à se couvrir le haut du corps tout en dénudant le bas. Ce qui ressemble vraiment à une inversion de valeurs, un véritable bouleversement anthropologique. Voilà, merci d'avoir suivi ce portrait du short un peu à charge. Commentez cette vidéo, dites-moi si vous êtes plutôt short Bermuda ou pire pantacourt. Likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et on se retrouve bientôt pour un autre sujet. Bye bye.